Excellent après-midi sur Fadjet, 16h. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 16 septembre 2016, c'est le retour de votre émission hebdomadaire préférée Cap Sport. J'en profite pour vous inviter à nous rejoindre sur notre page Facebook du même nom, Cap Sport, c'est AP plus loin Sport, également sur YouTube et d'enrichir nos contacts sportifs bien évidemment. Aujourd'hui pour m'accompagner dans l'émission, elle est là, elle est toute heureuse de faire sa rentrée, tout comme moi. Également Ingrid, salut. Salut Hakim. Au sommaire de ce Cap Sport Épisode 1, nous commencerons comme à notre habitude avec un petit tour des sports lorrains. On recevra notamment en studio Damien Marco, le coach adjoint de l'AS Gondreville, auteur de l'exploit du week-end dernier en Coupe de France. On verra avec lui que les pensionnaires de première division ont réalisé l'exploit d'éliminer Bar-le-Duc, pensionnaire de division d'honneur. Viendra ensuite l'heure de l'événement dans Cap Sport. Une interview de Lidivine, vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est John Touloise, mais aussi footballeuse à l'ES Custine Manelois qui participe à la nouvelle saison de Koh-Lanta actuellement sur TF1. On reviendra aussi, ça te fait rire Hakim, on reviendra aussi bien sûr avec nos rubriques traditionnelles, à savoir le quiz, l'avant-match de la SNL et les pronostics. Cap Sport, c'est parti. Merci au coach adjoint de Gondreville d'être avec nous en studio aujourd'hui. Ingrid, on va d'abord commencer avec l'actualité sportive locale et le basket. Alors avec la tradition, donc parlons d'abord de basket. Alors la reprise du championnat n'aura lieu que samedi prochain, le 23 septembre. Le SLUC Basket commencera par un gros morceau parce qu'il se déplace à Paris-Levallois. En attendant, le SLUC a disputé mardi dernier son premier match officiel. Alors les Nancéens affrontaient les Alsaciens de Souffel-Weiersheim pour le compte des 32e. Tu valides ? Ah oui, bien. De finale de la Coupe de France. Alors assez anecdotique, ils sont imposés 111 à 72. Mais bon, rappelons que les Alsaciens évoluent en National 1 et puis que les clubs de basket, donc au contraire des clubs de foot, on va y revenir tout à l'heure par exemple, n'accordent que très peu d'importance à ces matchs de Coupe et de Coupe de France. Donc au tour suivant, mardi prochain, le 20 septembre, le SLUC se rendra à Orchy, donc toujours pour ce compte de la Coupe de France, un autre club de National 1. Donc disons que ça leur fait plutôt des petits matchs amicaux. Voilà, et puis des nouvelles rassurantes d'Urtasun qui a repris avec le groupe hier matin, tout comme Govindi. Et on rappelle que la présentation de l'équipe pro comme veut la tradition aura lieu le 21 septembre à Gentilly. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On aime bien parler de basket, on aime bien parler également de handball, Ingrid. Alors il faudra s'habituer à entendre parler du GNMHB, comme il faut désormais les appeler, donc le Grand Nancy Métropole Handball, donc, qui n'était pas gâté puisque les Nancéens affrontaient pour la première journée de championnat Tremblay, qu'on annonce d'ores et déjà favori pour la montée en première division, tout simplement parce qu'ils affichent un budget assez énorme de 3,5 millions d'euros, ce qui est assez exceptionnel pour un club de hand. Donc les Nancéens n'ont pas à rougir, ils ont vraiment fait jeu égal avec les Tremblaysiens, notamment avec une énorme seconde mi-temps de Vincent Lagrange. On se souvient qu'on l'avait reçu ici dans notre studio, qui a été l'auteur de 10 arrêts sur 21 tirs en deuxième mi-temps. Malheureusement, les Nancéens se sont malgré tout inclinés par 3 buts, 27 à 24. Mais dans la presse, on pouvait lire que ça laissait entrevoir de belles promesses pour la suite de la saison. Belles promesses confirmées mercredi soir, parce que nouvelle défaite, une nouvelle fois de 3 points. Mais bon, il faut signaler que Nancy affrontait Créteil, titulaire de l'élite. Il n'y avait pas un ancien Nancéen, justement Ouais, ancien Nancéen, ancien invité de Cap Sport aussi. On a pu effectivement revoir Martin Petiot fouler les parquets d'Edouard. Du Grand Nancy Métropole Handball. Du Palais des Sports de Vendée, c'est ça que je cherchais. Et donc en championnat, il faudra attendre le 23 septembre pour le prochain match du GNMHB qui se rendra à Billère pour le compte de la deuxième journée. Alors est-ce qu'on peut faire un point avec toi sur ce classement qui est tout neuf, qui est tout nouveau, puisque de toute manière le championnat fait que commencer? Oui, alors facile, puisqu'il n'y a qu'un match joué, donc on retrouve 5 équipes en tête: Limoges, Ponto-Combo, Istres, Tremblay et Billère avec 2 points. Vient ensuite Besançon, Cherbourg, Dijon, Besançon et Cherbourg avec un seul point, et ferme la marche donc Dijon, Massy, le Grand Nancy Métropole Handball, Valence, Chartres et Caen avec 0 point. Cap Sport, actu sportive locale. Vous êtes bien dans Cap Sport 94.2 sur Fadjet.
Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans l'émission, Damien Marco qui vient représenter le club de l'AS Gondreville. On a aussi le plaisir pour cette première de recevoir Ludivine de Colanta qui sera avec nous par téléphone pour des raisons de confidentialité. Et vous allez voir, elle a un joli passé et même un présent de sportif avant de s'être inscrite dans l'émission. Mais avant ça, on attaque notre dossier dans l'actualité sportive locale, Ingrid, avec le foot et la Coupe de France. Ouais, c'est ce qui occupait l'essentiel du dernier week-end. Donc, à noter un chiffre historique, je crois, 18, non, Hakim ? Oui, 18, c'est le nombre de clubs meurthe-et-mosellans en lice pour le 4e tour de cette Coupe de France. Il faut remonter à la saison 2012-2013 si mes souvenirs sont bons. Alors avec une mention spéciale pour Blainville, Dame-le-Vière et Gerville qui sont 2 habitués de ce 4e tour, parce qu'il me semble que c'est la 5e année consécutive. Après, pour la Espagny-sur-Moselle et Lunéville, club de CFA2, ils sont passés également sans difficulté. Les 2 ogres du département n'ont pas tremblé. L'ensemble des autres qualifiés a longtemps dû batailler. Ce fut notamment le cas du Racing Club de Champignol, qui évolue en DH cette saison et qui est promu de DHR. Ingrid en parlait la saison dernière. Et du GS 9 Maisons, qui est un club aussi habitué de la division d'honneur sur le terrain respectivement donc de Marly et de Maxéville. Le CSO Blénaud, qui est descendu cette saison, ne doit sa qualification face à Sorcy que d'une réalisation de leur attaquant Moton. Dans le derby de la région nancéenne, l'US Vendeuvre écarte Nancy du Lièvre d'une courte tête, comme quoi en coupe il y a quand même pas mal de surprises. Alors on retrouvera aussi en compétition Villers-les-Nancy, Pulnoy et Ludre, pensionnaires de PH, qui se sont imposés seulement de 2 buts face à des équipes pourtant hiérarchiquement inférieures. Alors le département pourra aussi compter 3 représentants de première division au tour suivant. Donc Blamont, Gondreville, on y reviendra, et Longuillon. Alors l'exploit du week-end est l'œuvre de l'AS Gondreville. Les ouailles de Mohamed Medjahed, qui n'a pu être présent aujourd'hui, se sont payés le scalp du FC Bar-le-Duc, pourtant pensionnaire de division d'honneur, grâce à un but de Mulot à l'ultime minute de jeu. Alors c'est pas le seul exploit du week-end, on vient de le dire. Juste avant de revenir avec l'entraîneur adjoint de Gondreville, Ingrid, est-ce que tu peux nous citer les clubs meurthe-et-mosellans qui sont encore en lice? On rappelle que le tirage a eu lieu hier soir. Alors en CFA2, on retrouvera nos amis de Lunéville et de Pagny-sur-Moselle. En DH, on retrouvera Champignol, Jarville et Neuf-Maisons. En DHR, Blénaud, Pienne, Vendeuve, Villerue et Villers-les-Nancy. En PH, 4 clubs, Blainville, Dame-le-Vière, Aumécourt, Ludre et Pulnoy. En PHR, Saule, Longue-la-Ville. Et enfin, donc en première division, Blamont, Gondreville et Longuillon. Alors encore pensionnaire de division 3, il y a 3 ans, l'AS Gondreville mène aujourd'hui la danse parmi l'élite départementale. Dimanche, les hommes de Medjahed ont réalisé l'exploit du week-end de Coupe de France en s'offrant Bar-le-Duc. Pour revenir sur cet exploit, Damien Marco nous fait le plaisir d'être avec nous. Damien Marco, salut. Salut. Alors qui êtes-vous? Quel est votre parcours en tant que joueur et en tant que dirigeant dans ce club de Gondreville? Tout simplement, moi je suis on va dire le coach adjoint avec Mohamed Medjahed. Moi je m'occupe plus particulièrement de l'équipe réserve du club. À savoir que maintenant, depuis 3 ans, on travaille un peu main dans la main avec Mohamed. Les résultats sont là. Là, ça fait maintenant 3 mois, voire 4 mois où on vit des moments plutôt satisfaisants, puisqu'on a fini la saison dernière étant promu en plus de première D sur le podium. Et en plus, on gagne la Coupe de District. Et puis là, on a attaqué le championnat plus que bien, parce qu'on est déjà avec 2 victoires en championnat. Et cette fameuse victoire en Coupe de France face à une équipe bien plus forte que nous sur le papier. Alors oui, justement, juste un petit mot sur en championnat, 2 victoires et 17 buts, j'ai lu, c'est ça? Ouais, 17 buts, c'est à la fois impressionnant et puis c'est à la fois aussi peut-être logique. On a peut-être joué des équipes qui n'étaient peut-être pas encore préparées, si bien préparées. Souvent, en début de championnat, on peut le voir à tous les niveaux, que ce soit même au niveau ligue, des scores des fois qui ne relèvent pas forcément du vrai football qu'on peut voir à partir du mois d'octobre, à partir du mois de novembre, où les clubs là sont bien meilleurs. Là, on est surpris et à la fois pas surpris. Moi, je pense qu'on a fait le boulot et c'est ce qui est demandé en plus par Mohamed, quoi. Alors, tout d'abord, pour attaquer cette interview, la première question que j'ai envie de vous poser, le téléphone doit beaucoup sonner en ce moment, non? Apparemment, oui, ça sonne plutôt pas mal entre vous, les radios, et les médias, les journaux. Là, ça fait plusieurs jours maintenant que le match est déroulé et on continue à avoir quelques articles élogieux sur le club, sur notre prestation et sur les résultats, quoi. Est-ce que vous...
Oui, vas-y. Vas-y. Non, ça doit faire plaisir. Ça met en lumière évidemment vos exploits, mais aussi, j'imagine, le travail de fond que vous faites à Gondreville depuis quelques saisons. Je pense qu'en fait, tout simplement, ces articles maintenant mettent en avant en fait le travail de fond. Et c'est vrai que depuis maintenant, je vous dis 3 ans, tous les ans, il y a un petit quelque chose en fin de saison. C'est à la fois des montées. Faut pas oublier, comme vous l'avez dit, qu'on évoluait il y a encore 3 saisons en arrière en 3e division, c'est-à-dire pratiquement au plus bas niveau. Là, on est au plus haut niveau districal. On a joué l'année dernière toute la saison la course pour monter en Ligue. Voilà, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Cette année, on compte bien, et je pense qu'on l'a montré, on compte bien ne pas se laisser faire. Alors avant d'aborder la rencontre et l'avenir de l'AS Gondreville dans l'immédiat, c'est pas un peu compliqué d'exister dans le Toulois en l'espace de quelques kilomètres. On sait qu'il y a, il me semble, pas loin de 4, 5, 6 clubs qui se partagent aussi des catégories de jeunes. Et c'est pas compliqué d'exister. Aujourd'hui, je vais dire non. L'année dernière, un peu plus. L'année d'avant, encore un peu plus. Mais je pense à force d'abnégation et de travail où maintenant on peut dire voilà, on existe dans le Toulois. On est une équipe qui offront aussi une qualité de jeu. Donc nos adversaires l'ont souvent souligné à travers des discussions. Voilà. Et je pense que cette année, ou depuis la fin de l'année dernière, depuis la fin de la saison, je veux dire, je pense qu'on fait partie du club ou un des clubs du Toulois où l'avenir footballistique est bon. C'est vrai qu'on entend depuis quelques saisons une bonne génération qui arrive, un terrain, il me semble, plutôt plus que correct. On a du mal à comprendre que cette équipe était finalement retranchée dans les plus basses divisions. Alors moi, en fait, je suis arrivé il y a maintenant 6 ans dans ce club et j'ai vu qui ils étaient, j'ai vu ce qu'on était avant Mohamed et je vois ce qu'on est aujourd'hui. C'est une évolution qui est quand même assez fulgurante. C'est pas simplement le fait de travail ou de qualité. C'est un tout en fait. Le club il a su évoluer vraiment correctement avec des bénévoles qui sont là quotidiennement, qui sont là depuis le début. D'autres qui sont partis, qui ont été remplacés aussi de la qualité. Et Mohamed, avec son passé footballistique en tant qu'entraîneur, amène quelque chose de positif qu'on n'avait pas, nous, quand moi je suis arrivé, quoi. Alors on en arrive à cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Alors avec des émotions que seul le foot peut nous faire vivre. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé ce match, les temps forts, les émotions ? La première chose déjà avant le match en lui-même, c'est que on s'y est préparé sans trop se préparer parce que nous, on est comme tout le monde, comme n'importe quel entraîneur vous dira. Nous, un match, on rentre sur le terrain, c'est pour d'une part le jouer et l'objectif premier, c'est de le gagner, quel que soit l'adversaire. Après, on connaît nos valeurs, on les voit. Nos valeurs sont d'ailleurs de plus en plus fortes d'année en année. Malgré ça, on s'est dit on joue quand même une DH, chose qu'on avait faite une fois auparavant, 2 DHR auparavant. Une fois, on s'était fait nous scalper, comme on l'a si bien dit en début d'émission. Et la deuxième fois, c'était l'année dernière, où on a perdu, donc je ne sais plus si c'est la Coupe de Lorraine ou la Coupe de France. On perd au pénalty face à une DHR, qui était le Cosvillers, à qui on a tenu la dragée bien haute. Là, on s'est dit pourquoi pas rééditer, sachant que l'adversaire est venu en nous respectant avec son équipe type. Ils n'ont pas cherché à venir à une équipe moindre, d'un niveau inférieur. Non, ils sont venus avec l'équipe type et voilà. Vous, quel a été votre rôle ? Quel a été ton rôle, toi, Damien, en particulier, lors de ce match ? On suppose que tu étais là aussi lors de la causerie. Qu'est-ce que tu étais là pour leur glisser des mots ? On sait que c'est aussi des jeunes joueurs, quand même. Ouais, c'est, je pense, une des équipes même de première division avec une moyenne d'âge aussi faible. On a joué des matchs avec une moyenne d'âge de 21 ans. Donc en senior, c'est plutôt rare. Et cette moyenne d'âge, elle est due aussi à la qualité du travail de l'école de foot de Gondreville, parce que maintenant, dans l'équipe, il y a quand même 4 à 5 joueurs qui sont issus du club depuis tout gamin, quoi. Donc, ce qui est important, comme je le disais, avec ces équipes du Toulois où ça bouge beaucoup, de les conserver. De les conserver, et surtout que d'autres clubs peuvent leur promettre certaines choses que nous, on peut peut-être pas, et vice-versa. Sauf que nous, donc, on y a mis une qualité
À force d'abnégation avec Mohamed, on a mis des séances qui sont quand même ludiques et en même temps on est là pour travailler. Donc en ayant intégré ces jeunes maintenant il y a 2 ans avec nous au niveau des entraînements seniors, maintenant ils sont seniors ou jeunes seniors ou futurs jeunes seniors. Voilà, on arrive à quelque chose de correct, quoi. De vraiment plus que correct même. Alors le scénario du match, c'est quoi ? C'est un hold-up ou c'est mérité ? C'est entièrement mérité. On a été même on a été surpris pas de notre prestation parce que on savait aussi qu'on était capable de jouer ce football. Alors face à une équipe comme ça qui nous a pas du tout bousculé, qui n'a pas essayé de nous surclasser. Ils ont certainement joué leur football. Peut-être c'était un jour sans pour eux. Mais nous, on a vraiment imprimé le rythme. On a donné aussi, comment dire, on a imprimé le rythme, mais en fait, on les a privés et sevrés de ballons. Et les ballons, nous, on avait tendance à vouloir toujours bien les exploiter. Donc le résultat, il est là. C'est pas le stéréotype de tous les entraîneurs qui disent que c'était le match traquenard dans un petit village, terrain pourri. Voilà, c'était un Gondreville joueur. Au vu des quelques mots glissés par le club adverse en fin de partie, que ce soit au niveau du staff en face, ils sont plutôt surpris de leur prestation à eux, avant de notre bonne prestation, mais ils ont quand même reconnu que pour une équipe de district, c'est rare de voir ce niveau-là. Et ça fait maintenant plusieurs fois qu'on nous le dit, que ce soit en Coupe de District, que ce soit l'année dernière. On nous a fait quelques articles concernant que c'était peut-être pas la bonne équipe qui était montée, mais voilà, c'est le football aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a des parts de malchance, on n'a pas eu que de la chance jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu vis avec eux donc quasiment au quotidien. Je voulais revenir juste là-dessus. Il faut savoir que pour une équipe de première division de district, vous avez quand même 3 entraînements par semaine. Oui. Si le lundi, bien évidemment, vous faites récupération, mais mardi et vendredi entraînement, c'est pas le cas dans tous les clubs de première division. Certains ont même juste un entraînement par semaine. Est-ce que tu penses, toi, que c'est aussi une des raisons qui explique la qualité du groupe à l'heure actuelle ? Je pense qu'il y a le dialogue aussi qui est important. Il n'y a pas que le football. On essaye aussi de gérer certains événements entre nous, de ne pas partir après un entraînement, je prends ma douche et je pars. Non, il y a des échanges qui sont même intéressants parce qu'on suit même des matchs professionnels ensemble à la télé. On peut dialoguer. On va gérer aussi un peu des états d'âme parce que, voilà, comme on l'a dit. Ça me rappelle un autre club de village. En fait, tous les clubs de village, c'est un peu familial. Voilà, c'est familial et en même temps, on essaye maintenant d'arriver à quelque chose où la qualité prime. C'est comme le recrutement. Quand Mohamed est arrivé, on était sur du quantitatif. Et maintenant, on est un peu plus sur du qualitatif. On peut se permettre aujourd'hui de commencer à refuser certaines personnes et ainsi de suite. Donc, Pour revenir sur le match, toi qui donc, les côtoies et qui côtoie aussi Mohamed quasiment au quotidien, quels sont les mots d'un entraîneur adjoint qui reçoit une équipe 4 divisions quand même au-dessus, des joueurs qui ont aussi un petit peu plus d'argent, un autre budget, un tout autre objectif? Comment est-ce qu'on met la bave aux dents à ces bonhommes juste avant de rencontrer une division d'honneur ? Moi, tout simplement, à certaines personnes, en l'occurrence des gens que moi j'ai pu coacher avant que Mohamed arrive, moi je leur ai dit tout simplement qu'il fallait déjà prendre le match comme il vient, pas comme on aimerait qu'il soit. L'adversaire en face, on sait que c'est quelqu'un qui évolue à un niveau bien supérieur au nôtre. En plus, ils avaient fait un très bon départ en championnat, donc on était quand même... on se demandait ce qui allait vraiment se passer pour nous. Est-ce qu'on allait se faire scalper ? Est-ce qu'on allait pouvoir jouer au foot ? Est-ce qu'on allait être privé de ballon ? Donc voilà, moi j'aurais dit d'être costaud. Un match, ça dure 90 minutes. Et bien souvent, un match comme ça, on le joue à 150%, à 200%, à 300% pour ceux qui ont les qualités physiques pour. Et en fait, malgré tout ce qu'on a pu leur dire et surtout dire de ne pas faire, on s'aperçoit que notre discours, au vu de la physionomie du match, il était peut-être même un peu trop élevé. Peut-être qu'on leur a trop donné de pression. Et en fait, ça ne servait à rien puisqu'ils ont décidé de jouer leur football tout simplement. Et c'est ça qui est choquant parce qu'en fait, ils ont imprimé le jeu. C'est ça qui est... c'est pas pour être chauvin, mais
c'est choquant, c'est ça qui est choquant. Si, c'est normal de l'être. Mais... Et le buteur, il a sa statue au milieu du village où il a payé les pizzas. Alors comme ils sont 2 buteurs, non, au contraire, je pense qu'avant de les chambrer ou de leur dire t'as vu, t'as fait la une de l'Est ou machin, on est un peu plus, on les encourage encore. En fait, moi à mon niveau, je pense que je suis vraiment content pour eux, je suis fier d'eux. Puis d'un autre côté, je me dis que c'est vraiment mérité, quoi. Même nous, à notre niveau, on a le droit d'avoir notre petite part de récompense et de plaisir. Et je pense que c'est bien pour eux. À savoir en plus que le deuxième qui marque, c'est quand même il n'est pas senior, quoi. C'est un U20, quoi, qui évoluait encore en U19 l'année dernière. L'avenir du club. Donc c'est l'avenir du club. Ah, mais tu l'as dit, je pense que ce qui est important pour chaque sportif, on est tous compétiteurs, avoir une carotte aussi à la fin du championnat, c'est toujours plus intéressant à jouer. À la limite, presque même en maintien, plutôt que d'être dans le ventre mou. C'est tellement important d'avoir un objectif jusqu'à la fin de saison. Alors, quel tirage on peut vous souhaiter maintenant? Alors, un gros pour le plaisir ou un petit pour continuer l'aventure? J'aimerais bien les deux à la fois. C'est-à-dire un gros et continuer l'aventure. Un petit le jour... non, après... c'est l'idéal, ouais. On sait que l'expérience, on l'acquiert face à des équipes d'un niveau supérieur. Après, d'un autre côté, ça reste la Coupe de France. Et si on pouvait passer un tour de plus face à une équipe de notre niveau, parce que je pense que maintenant, on ne peut plus parler d'équipe inférieure ou supérieure. Supérieure toujours, mais inférieure, je ne pense pas. Ce sera les équipes de notre niveau, avec la même envie que nous. Mais je pense que j'aimerais encore passer un tour. Donc, une équipe abordable. Avec déjà un jeu de maillot à la clé, là, non? Ça y est, ouais. Ça aussi, c'est une belle récompense. C'est leur premier jeu de maillot. Donc, je suis content. Toujours quelque chose de sympa. Symbolique, ouais. Quelque chose de sympa. Comment est-ce qu'on se plonge dans le championnat? Faut pas oublier, je pense que la priorité, c'est quand même le championnat. Pour revenir donc à votre dernier match de championnat avant cette Coupe de France, vous êtes imposé sur votre terrain face à Nancy Olympique 9-2. On le disait au début de l'émission, vous marquez énormément de buts. Ce dimanche, vous vous déplacez à Maxéville, qui a fait et qui a tenu tête à 9 maisons 3-3 en Coupe de France. Ça risque déjà d'être une belle affiche, mais comment est-ce qu'on remobilise ces bonhommes pour ce match qui est, je dirais peut-être pas capital, mais en tout cas très important si les objectifs de Gondreville venaient à se confirmer fin de saison? Après, on n'a pas perdu le cap du championnat parce que c'est notre objectif premier. C'est pas du tout la Coupe de France. Le Stade de France, c'est vraiment beaucoup trop loin pour nous. Par contre, l'accession en Ligue, c'est quand même bien plus à notre portée. Donc non, je pense que les joueurs, ils ne sont pas démobilisés, ils ne sont pas perdus au bout des 90 minutes. Ils connaissent leur premier objectif. Momo le rappelle quotidiennement, ou au moins à chaque entraînement. Chaque joueur a sa dose de responsabilité. Chaque joueur va apporter sa pierre à l'édifice. Et on est là pour leur rappeler au quotidien. Alors ne quittez pas, Ludivine de Koh-Lanta sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. On est toujours en train d'aborder donc cette Coupe de France et on a un petit peu fait le tour, Ingrid, il me semble. Mais aussi il faut qu'on le dise à nos auditeurs. Donc on a gardé cette habitude de parler aussi de la division d'honneur et de la CFA2 et on attaque tout de suite donc avec la division d'honneur. Est-ce que tu peux nous faire un bref rappel avant cette journée de coupe des matchs qui ont eu lieu? Ouais, alors les résultats des matchs qui avaient lieu pour le compte de la troisième journée. Donc Magny s'est imposé sur son terrain contre Amnéville sur le score de 3-1. L'APM Metz l'a emporté 1-0 contre 9 maisons. Thionville et Épinal ont fait match nul 3-3. Thaon l'a emporté contre Saint-Dié. Saint-Avold et Bar-le-Duc ont fait match nul 1 partout. Champignol s'est imposé sur son terrain s'est incliné une nouvelle fois sur son terrain face à Trémery. Et Jarville a pris son premier point à domicile contre Sarreguemines, match nul 2-2. Donc au classement, Trémery est en tête avec 9 points en 3 matchs, donc le plein. À la deuxième place, on trouve Amnéville et Thaon avec 7 points. À la quatrième place, à égalité, on trouve Saint-Dié et la PM Metz avec 6 points. Suivi de Bar-le-Duc à la 6e place, 5 points. À la 7e place, on trouve Magny, 4 points. À la 8e et 9e, Sarreguemines et 9 maisons avec 3 points. À la 10e place, on trouve Saint-Avold et le SAS Épinal avec 2 points. Ensuite, à la 12e et 13e place, Thionville et Jarville avec 1 point. Et malheureusement, nos pauvres Champignolais avec 0 point à la toute dernière place. Cap Sport, actu sportive locale.
Et donc, demain a lieu le premier match de division d'honneur. La réserve d'Épinal reçoit Thaon. Les autres matchs auront lieu dimanche à 15h. Neuve-Maison reçoit Thionville. Trémery reçoit Magny. La réserve sarregueminoise reçoit Saint-Dié. Bar-le-Duc reçoit Champignol. Jarville reçoit Saint-Avold. Amnéville reçoit l'APM Metz. Cap Sport, actu sportive locale. On termine cette actualité sportive locale, Ingrid, avec la CFA2. Ouais, c'est FA2 avec une petite surprise. Lunéville qui s'est incliné sur son terrain par 5 buts d'écart face à Schiltigheim. Donc ils avaient jusque-là plutôt commencé bien en tête, les Lunévillois. Et là, ils ont pris une belle douche froide contre le leader Schiltigheim. Alors que Pagny s'est également incliné, je vais y arriver, sur son terrain face à Strasbourg. Oui, incliné, imposé, j'ai du mal. Donc au niveau du classement, donc Schiltigheim seul en tête avec 7 points, suivi de 3 équipes à égalité, donc Prix-les-Mézières, Bischheim et Sarreguemines avec 6 points. Ensuite, on trouve moult équipes avec 4 points. Forbach, Lunéville, Sarre-Union, Pierrot-Vauban, Ilzac, Modenheim, Strasbourg et Nancy avec 4 points. À la 12e place, on trouve le FC Metz avec 2 points. Et enfin, aux 2 dernières places, Agno, 1 point. Et Pagny, 1 point aussi. Demain, Prix-les-Mézières reçoit le FC Lunéville à 16h. Et également demain, Ilzac Modenheim accueillera nos amis de Pagny-sur-Moselle à 18h. Elle est là, elle est toute belle, elle est toute propre. C'est l'enregistrement de Ludivine de Koh-Lanta qu'on a eu l'honneur d'avoir un petit peu plus tôt dans l'après-midi pour des raisons de confidentialité. Elle a bien voulu revenir avec nous sur son parcours. Elle qui fait partie donc de ces candidats qui convoitent le totem Koh-Lanta, l'île au trésor qui se déroule cette saison au Cambodge. Et en première partie, elle a bien voulu nous parler aussi de son côté sportif personnel où elle évolue au sein du club de l'ES Custine-Mallelois en PH avec des ambitions. Bonjour Ludivine. Bonjour Ingrid. Alors, on va d'abord commencer l'interview par évoquer ton statut de footballeuse à l'entente sportive Custine-Mallelois. Alors, explique-nous comment tu es arrivée au foot, à quel âge tu as commencé. C'était un petit peu avant que le foot féminin ne soit aussi démocratisé, il me semble. Alors, comment t'en es venue au football ? Oui, alors moi j'ai commencé depuis toute petite, dès que je pouvais jouer au foot en fait, donc la plus petite des catégories, donc en débutant, et j'avais 7 ans en fait. J'ai commencé à jouer avec les garçons, tout simplement dans l'équipe de mon village, puisque mes frères y jouaient, mon papa était dirigeant, donc je pense que c'est eux qui m'ont un petit peu baigné dans le foot en fait. Alors c'était où ? Quel a été ton parcours avant de rejoindre les jaunes de Custine-Mallelois ? Les roses plutôt, vous, non ? Maintenant, nous, on est roses. Mais j'ai commencé donc, dans l'équipe de mon village à Jaillon. Et après, donc, j'ai joué, on passait 15 ans, on faisait des jumelages avec le village d'à côté qui s'appelle Dié-Saint-Étienne. Donc j'ai aussi joué avec Dié-Saint-Étienne. Mais malheureusement, à 15 ans, la mixité, elle s'arrête. Donc je ne pouvais plus jouer avec les garçons. Donc j'ai arrêté 1 an parce que du temps je ne connaissais pas trop les équipes féminines, il n'y en avait pas beaucoup dans le coin et moi parallèlement je passais mon bac donc je me suis dit c'est tant mieux, comme ça je me consacrais à mes études et je me suis rapprochée du club de Gondreville ensuite, donc l'équipe féminine. J'ai dû y jouer 4-5 ans. Après, l'équipe s'est arrêtée, donc je me suis dirigée vers l'équipe de Champignol. J'ai dû y jouer à peu près pareil, donc c'est toujours une équipe féminine. Et voilà, comme toutes les équipes féminines, elles se sont arrêtées, il n'y avait plus assez de joueuses, donc j'ai rejoint l'équipe de Custine. Voilà. Et quel poste est-ce que tu occupes alors ? Est-ce que tu as toujours eu cette rage, comme on le voit dans le portrait de Koh-Lanta, de vouloir marquer des buts ? Ouais, j'ai toujours eu cette rage. C'est vrai que quand j'étais plus petite, je jouais en défense et on me disait que du coup, je tenais la baraque. C'était l'expression de mes dirigeants. Et c'est vrai que je me suis toujours un petit peu défoulée sur les terrains de foot. Voilà, je suis un peu... j'ai un fort caractère et c'est vrai que j'aime pas forcément perdre. Et voilà, à Koh-Lanta, c'était exactement pareil. Là, c'est vrai qu'on voit qu'effectivement, les rouges perdent pas mal, mais on le voit pas trop. Mais j'étais super déçue à chaque fois. Et sur le terrain, c'est exactement pareil, quoi. J'ai du mal à perdre. Alors, j'ai commencé à jouer derrière. Je voulais pas effectivement qu'on marque de but, mais après je me suis rapprochée un petit peu de la ligne médiane et j'ai terminé par jouer attaquante. Alors du coup j'aime bien marquer des buts. Bon, j'en marque pas tout le temps, mais voilà, toujours autant de détermination devant que derrière en fait. Alors en parlant de détermination, j'ai entendu dire que le SCM avait emporté ses 2 premiers matchs amicaux haut la main. Alors oui. Il me semble que votre équipe semble encore un peu plus forte que l'an dernier. Est-ce que tu confirmes et puis comment tu l'expliques ?
Alors c'est vrai qu'on a gagné les 2 matchs amicaux. Alors après, je ne sais pas si c'est des matchs références, puisqu'en face, il y avait des petites équipes. Voilà, on a mis 10-0 et peut-être 4-0, 4-1, quelque chose comme ça. Donc T'as c'est marqué? pas forcément des matchs. Oui, j'ai marqué avec du mal. sur le premier match, j'ai marqué. Le deuxième, je me suis blessée à la cuisse, donc j'ai pas fait totalement le match. Mais j'ai marqué sur le premier avec du mal. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des matchs de référence. Donc l'équipe, en tout cas, s'est renforcée. Il y a pas mal de filles de l'extérieur qui sont venues, des connaissances du nouveau coach. Donc, ça fait du bien à l'équipe puisque ça apporte un petit peu de renouveau comme ça et on s'entend toutes pour l'instant bien. Donc, c'est bien pour la cohésion et j'espère, moi, je connais pas du tout le groupe cette année puisqu'il y a eu une refonte et on est reparti en péage. Donc, je connais pas du tout les équipes adverses. J'espère que, du coup, ça va aller avec notre nouvelle équipe et qu'on visera cette fois-ci le haut de tableau. On y a échappé, voilà, l'année dernière, on a loupé le match d'accession à la division du dessus, donc j'espère que ça sera pour cette année en tout cas. Ouais, donc tu nous as tout dit, hein, une défaite en barrage, vous avez raté la Voilà. montée de peu, vous vous êtes bien renforcé. C'est ça. Donc tu peux le dire sans langue de bois, l'objectif c'est clairement la montée. Alors pour moi, oui, après j'en ai pas parlé au coach, mais effectivement, moi je joue, c'est pas pour perdre, c'est pas pour viser le milieu de tableau, donc moi, j'en ai pas parlé encore. On débute le championnat seulement ce week-end, donc j'espère qu'il a le même objectif que moi et que l'ensemble de l'équipe. On n'est pas là pour faire de la figuration. Hein. Moi, je suis là pour monter. En plus, c'est le plus bas de niveau. C'est ridicule du coup. Une winneuse, quoi. Une winneuse. C'est ça. Alors, on en arrive. J'imagine que nos auditeurs se disent, mais quand est-ce qu'ils vont parler de Koh-Lanta? Donc, on en arrive à ton aventure de Koh-Lanta. Alors, au départ, explique-nous comment un jour tu te dis, tiens, oui, je vais m'inscrire à Koh-Lanta. Comment ça se passe dans ta tête? Quand le déclic a-t-il eu lieu? En fait, j'ai toujours regardé cette émission et je me suis dit, tiens, enfin voilà, je me voyais en fait dans l'émission, je me dis, toi, tu vois, tu serais capable, tu aurais été capable de faire ça ou enfin voilà, je m'y voyais, je me dis, tiens, moi je suis d'un naturel assez aventurière comme ça, j'aime bien tester de nouvelles choses, de me lancer de nouveaux défis et j'avais déjà fait une candidature l'année dernière, mais pas forcément, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'avais pas forcément rempli les cases avec un super entrain. Je l'ai retesté cette année, je me suis dit, en plus, tu travailles pas, ça serait bien, c'est l'occasion. Donc je l'ai fait un peu plus avec les tripes, j'ai donné vraiment tout ce que j'ai pu dans la candidature et j'ai été sélectionnée et je suis super contente, j'étais super contente en fait. Alors quelles sont les différentes étapes de sélection à franchir finalement pour accéder au final et être dans l'émission ? Alors en fait, on commence déjà à remplir ce petit questionnaire sur Internet et après la production nous appelle moi ils m'ont contacté à la fin de l'année dernière par téléphone et déjà là ils nous posent pas mal de questions par téléphone, ils font déjà un petit tri par téléphone donc on a parlé pendant une demi-heure au moins et après tout se passe à Paris en fait donc on est passé devant des médecins, devant des jurys, après c'était des entretiens filmés, il y a eu des tests piscine, des parcours sportifs, enfin voilà c'était assez complet, des tests médicaux aussi. Et tout ça pour qu'un jour on me dise Ludivine, tu fais partie des 20, tu pars. Donc là c'était l'euphorie totale, j'étais vraiment super excitée. Est-ce que tu penses que ton parcours de footballeur ou le fait que tu sois sportive t'es vraiment aidé à être sélectionnée pour l'émission ? Je pense que ça joue un petit peu puisqu'il faut vraiment être apte physiquement, mais ça fait pas tout. C'est vrai que il y a de la survie, hein, donc après, il n'y a pas besoin d'être hyper musclé, d'être hyper sportive justement pour survivre. Justement, ça peut peut-être nous porter préjudice puisque les grands sportifs comme ça ont besoin de manger, ont besoin d'apport. Et c'est vrai que là, ça peut, dans ces conditions, nous porter préjudice. Mais ça peut nous aider sur des épreuves comme les parcours du combattant, des choses comme ça. Mais je pense pas que ça fasse tout. Le mental, quand on mange pas, quand on dort pas, le décalage horaire, la chaleur, tout ça fait que la sportivité prend moins de part que le mental. Là, le mental joue beaucoup plus que le côté sportif. Alors, le jour du départ pour le Cambodge, comment ça se passe ? Est-ce que toi, tu sais à ce moment-là pour quel pays tu embarques ou est-ce que c'est la surprise totale ? Absolument pas, c'est la surprise totale. C'est vrai que on est allé à Paris et après, on suivait un petit peu le groupe, les recommandations et
qu'à voir la porte de l'embarquement où c'était écrit Singapour. On n'avait pas forcément d'indication même là. Du coup, Singapour, c'était vaste. Après, on a eu une autre escale. Donc, on savait déjà un peu vers où ça allait se passer, mais on apprenait tout sur le tas. C'était vraiment la grande surprise. Est-ce que tu avais des appréhensions particulières ou un pays en particulier qui te donnait envie ? Non, pas vraiment. Enfin, moi, je m'en fichais d'où j'allais. J'avais envie de vivre cette expérience et peu importe dans quelles conditions, peu importe le pays, la chaleur, le froid, peu importe. J'étais déjà super fière de faire partie des 20. Donc, peu importe où on m'emmenait, j'avais hâte de commencer en fait. Alors, de manière pratique, on se pose tous les ans la même question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac à dos au moment de partir? À quoi tu as droit? Alors on a le droit à 2 paires de chaussures, 2 paires de chaussettes, un slip, un maillot de bain, un soutien-gorge et alors un pantalon, un t-shirt grande manche, un pull et un débardeur. J'imagine que rien j'imagine que rien que ça doit être stratégique quoi, de choisir le t-shirt qui va être bien confortable, pas trop chaud ni trop. J'imagine rien que ces choix-là, c'est une stratégie qui commence déjà, non? Ouais, déjà là, mais moi du coup, je m'y suis pas du tout préparée puisque je pensais que le pantalon, j'allais pas en avoir forcément besoin pour les épreuves. Alors j'ai pris un truc hyper chaud, hyper molletonné, mais il s'avérait que j'en avais besoin pendant les épreuves. Donc quand j'étais dans l'eau, mon pantalon, il était limite plus lourd que moi. Donc ça, c'était horrible. Et par contre, j'ai pris un petit pull parce que j'ai pas trouvé de pull à capuche. Du coup, complètement l'inverse. Parce que le pull, il aurait fallu peut-être, il n'y en avait pas besoin sur les épreuves. Donc il aurait fallu quelque chose de plus molletonné en fait. Et du coup, j'avais pas. Donc là, moi, par contre, au niveau de la stratégie pour commencer, j'étais nulle. C'est des petits détails qui ont leur importance. Ouais, j'y ai pas forcément pensé. En tout cas, j'ai mal pensé puisque là, le pantalon et le pull, j'étais pas du tout. Alors, bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, on sait que tu as encore des limites dans l'émission. Ce soir aussi, tu peux pas nous en dire beaucoup, mais on se doute que ces vêtements-là, après des jours et des jours d'émission, tu les fous à la poubelle quand même. On n'en garde pas un bon souvenir. Effectivement, moi j'ai mis une paire de chaussures sur le feu parce qu'il y a les semelles qui s'ouvraient. Donc elles sont pas revenues avec moi, elles sont parties dans le feu. Après, je sais pas, peut-être que je vais les encadrer. Elles puent pas, elles sentent le feu. C'est super bon, ça fait un souvenir. Mais je pense qu'effectivement, elles me serviront plus à grand chose. Plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est finalement révélé être le plus éprouvant pour toi dans l'aventure? Les épreuves, la chaleur, les coups de soleil, la nourriture? C'est quoi pour toi qui a été vraiment le plus difficile? Ou est-ce que c'est un petit peu de tout ça? Les coups de soleil, c'est les clins d'œil au pansement qu'on peut voir depuis quelques émissions. Les coups de soleil qui sont même des brûlures, même c'est vrai que là, ça a marqué tout le monde. Effectivement, j'ai morflé, mais c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, c'est un condensé de tout ça. C'est aussi l'éloignement. On est perdu au milieu de nulle part. On n'a pas de repères. On ne sait pas quel jour on est. On ne sait pas quelle heure il est. On a des nouvelles de personne. Et ça aussi, c'est dur. Le manque, l'absence de nouvelles des proches, ça fait partie aussi des conditions un petit peu spéciales de l'aventure. En plus de la chaleur, parce que la chaleur, c'est horrible. Les nuits, elles sont super longues. Elles sont humides, donc on a froid. On n'a pas beaucoup, parce qu'au final on ne dort pas super bien, on dormait un peu sur le sable, donc c'est pas terrible, donc on dort pas bien, la fatigue, tout ça fait que c'est en plus des épreuves, c'est des choses qui ont été dures à surmonter en fait. Et du côté des bons souvenirs, alors on imagine que évidemment tu peux pas tout raconter, mais quels sont les bons souvenirs? Alors réussir le feu, j'ai vu, ça doit être déjà quelque chose de super ça. C'est vrai que le feu, c'est vraiment l'épreuve mythique de Koh-Lanta. Sans feu, on n'avance pas, on n'a rien, et j'y ai contribué. Alors, effectivement, j'étais avec un aventurier qui n'était pas super optimiste et qui a lâché l'affaire, et du coup, il y en a un autre qui a repris le relais. C'est lui qui a eu tous les honneurs, mais psychologiquement, je me dis, j'ai contribué à ce feu, et j'en suis super fière. Après, ça fait partie des choses que j'oublierai pas, mais il y a aussi toutes les rencontres. On vit H24 avec des personnes, et ces rencontres, c'est aussi des choses inoubliables en fait. Mis à part le survêt, donc, si c'était à refaire, on va dire que tu le referais sans hésiter. J'aurais dû prendre le survêt de l'ESCM. Ça aurait été un chouette clin d'œil.
Bah oui. Et pour en revenir justement à l'USM, les adversaires vont désormais te reconnaître sur les terrains. Ton statut va changer un petit peu. Ça s'est déjà passé sur les matchs amicaux qui viennent de se dérouler. On te reconnaît ? Non, pas trop. On me reconnaît pas. C'est vrai que pourtant je suis dans la même configuration qu'à Koh-Lanta. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée pendant le foot, donc on devrait me reconnaître. Mais pour l'instant, personne. Donc c'est bien. J'y vais tranquille. Tu peux faire ton match tranquille. Voilà, incognito et ça passe bien. Ça pourra te servir face aux défenses adverses peut-être. Ouais, je pourrais faire déjà des stratégies sur le Ouais. terrain. Voilà. J'ai Koh-Lanta, laisse-moi marquer un but, c'est pas un autographe. N'importe quoi. Ouais, j'ai une petite dernière question avant de te laisser filer. C'est une question que tout le monde se pose autour de nous. Est-ce que vous avez un lien avec Denis Brognard et comment il est ? Est-ce qu'il est vraiment aussi gentil qu'on veut nous le faire croire à la télévision ? Oui, Denis, il est super gentil. Après, c'est vrai que nous, pendant l'aventure, on le côtoie pas pareil. En fait, c'est vrai qu'il est dans le jeu et il appuie là où ça peut un peu faire mal. Enfin voilà, c'est vrai qu'il voit un petit peu ce qui se passe sur le camp et c'est vrai que, il veut en savoir plus. Donc, il appuie un petit peu là où il faut, où ça va faire un petit peu parler et du coup, c'est vrai que des fois, il dit ce qu'il a à dire. Hein, donc, ça plaît des fois pas forcément. Alors qu'à côté de ça, en dehors du jeu, c'est un homme super, c'est quelqu'un d'extraordinaire et comme tout le monde peut le voir, quelqu'un de super gentil. En tout cas, Ludivine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On espère que tu vas rester encore un petit moment dans l'aventure et on te suit, en tout cas, nous, chaque vendredi. Hein, sache-le. Et je vous laisserai découvrir ce vendredi ce qui va se passer encore. Merci Ludivine, à bientôt. Merci Salut. à vous, à Au revoir. bientôt. Ciao. 17h sur Fadjet, Cap Sport. Et donc, on vient d'évoquer le joli parcours qui n'est pas terminé hein, de l'AS Gondreville avec Damien Marco, donc qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous pour participer au fameux quiz, le rituel de cette émission. Celui où je gagne à la fin ? Celui où tu participes et c'est déjà sympa. Alors, j'ai pas mon petit tapis de fond exceptionnellement. Hein. On aura tout d'ici la semaine prochaine pour cette nouvelle émission. Donc, mais aujourd'hui, il faudra faire sans. C'est pas grave. Ingrid, Tu veux que je chante le générique ? Ouais, non, ça ira en fait finalement. Allez, on fait rapide. Alors, j'espère que vous êtes bien renseignés sur l'actualité sportive nationale. Cap Sport, actu sportive nationale. Alizé Cornet a été proclamée nouvelle reine du Frame Challenge par la WTA de mercredi. C'est du tennis, déjà c'est bien. La joueuse française 56e mondiale, éliminée dès son entrée en lice à l'US Open, démontre une remarquable maîtrise de sa raquette dans ce défi d'agilité au principe simple, faire rebondir la balle sur le cadre de celle-ci. Tu vois, oui, jusque-là je suis. Jusque-là tu suis. Elle a battu le record du monde. Combien ? Mon chiffre, c'est combien de rebonds sur le cadre de sa raquette pour Alizé Cornet qui a battu ce record du monde. On a le droit à plusieurs propositions ou c'est le plus proche qui est... Non, une proposition, je vais donner la victoire au plus proche. On va commencer par toi, parce que tu es une dame. Évidemment. Tu es une dame. Je dirais 226 rebonds sur le cadre de la raquette. Je dirais plus que 350. Victoire pour Ingrid. Ça me fait mal, mais je me demande si tu n'as pas vu ma réponse. Oh, bien sûr. 236 rebonds sur le cadre de sa raquette. C'est vrai, je te promets que j'ai rien vu. On mettra une vidéo de toi en train d'essayer sur la page Facebook de l'émission. Tu verras. Tu es en train de guetter la réponse. Non, c'est pas si évident que ça. Elle a dit à 4 près, là. À 10 ? À 10 près, ouais. Ouais, je pense que te jure que j'ai dit complètement au hasard. Ouais, je pense que c'est un petit peu... c'est truqué ce soir. Moi, j'ai pas les fiches, en tout cas. Mais moi non plus, pas celle-ci, premier. Un point pour Ingrid. Deuxième question. Pourquoi Kolarov, joueur de Manchester City, a fait parler de lui le week-end dernier ? Manchester City ? Oui. C'était au cours d'un match ? Ah oui, c'était au cours du derby. Alors, Manchester City, Manchester United. Il a marqué ? Non. Il a fait une passe décisive ? Non plus. Il s'est fait remarquer d'une façon positive ou plutôt négative ? Il l'a pris à la rigolade. Il l'a pris à la rigolade. Il a pris un carton ? Non. Il l'a pris à la rigolade. Puis moi, je vois pas. Vous n'avez pas suivi l'actualité, c'est pas bien, surtout toi, Ingrid. Alors, il a raté un geste. Il a posté une photo sur son compte Instagram et justement, il y avait une particularité sur cette photo. Il y avait une faute d'orthographe sur son nom, sur le maillot. Ça concerne quand même le terrain. Alors, répète la question, s'il te plaît. Pourquoi Alexander Kolarov, joueur de Manchester City, a fait parler de lui le week-end dernier? Il l'a pris à la rigolade. C'est à voir avec le terrain. C'est sur le terrain, en tout cas, que ça s'est produit. Donc c'était risible. C'était risible, oui.
Mais Il pas a, marrant. genre, il a tapé dans une motte de terre. un Lui, il truc l'a pris à comme la ça. rigolade, mais c'est pas forcément marrant. Il l'a pris. Il a marqué contre son camp. Non, C'était avant la partie. ça concerne son physique. Il a pris un ballon mal placé. Non. Non, il aurait pas rigolé. Non. Alors, Aide-nous. je vous aide, mais ça va être très rapide. Hein. Euh, Ah là là, comment je peux vous aider hein. Donc, on rappelle C'est à qu'ils cause ont de sa remporté. tenue vestimentaire. Non. Sa coiffure. On rappelle qu'ils ont remporté le derby donc 2-1 contre 2-1, Manchester ouais. United. Et à cette occasion, le défenseur serbe, Il lui a scalpé les cheveux. non, Il l'a rasé, il l'a tondu. non, ça concerne pas les cheveux, Il a tatoué. non, Il lui a mis une bande de cire. il a perdu quelque chose et il ne sait pas comment. Son alliance. Non. Une dent. Une dent. Enfin, Ingrid, point pour Bon, Ingrid. bah, Yes. Il a perdu une dent, vous avez pas entendu parler de ça, Non, tout le monde en a parlé dans les journaux. Personne, vous n'avez pas vu. Donc il Bah a perdu non. une dent, il a posté une photo en fait à la fin sur Instagram et en fait il s'était pas rendu compte il ne sait pas comment il l'a perdu. Ah, c'est... ah Tellement bon pour prouver l'intensité d'un derby mancunien, Ingrid. Oui, et c'est une dent devant. Ouais, c'est une dent de devant. Une vraie dent. Ah. Ah la vache. Une Bah vraie toi, dent. c'est C'est t'en les, as plus déjà. c'est les mêmes qui Toi, me t'as- y a manquent. pas de C'est pour ça problème, que je t'en as pas. compatis. Bon, 2 points pour Ingrid, mais Damien nous a promis faut de que se je me refaire. remobilise. 3e question. Ça concerne le tennis, ça concerne l'US Open, ça concerne Baghdatis. Pourquoi est-ce qu'il a fait parler de lui? C'était une scène curieuse en début de 3e set. Est-ce On que tu rappelle peux qu'il nous avait parler perdu de gens contre que je Gaël connais? Monfils. Oui, il a perdu contre Gaël, mon fils. Oui. Alors, Il a fait quelque chose d'assez surprenant qui lui a valu un avertissement alors pendant un changement de côté. Casser il sa s- raquette. c'est quelque chose d'exhibitionniste. Il s'est Non. déshabillé. Non. Tout le monde ne se déshabille pas, Ingrid, au quotidien. Non, Il a reçu un warning de l'arbitre, hein, donc c'est quand même quelque chose. il s'est adressé au spectateur. Non. Il a reçu un coup de fil. Il s'est servi de son Ah. téléphone portable. Oui, Il a fait un selfie. non. Il a. chut. Je il suis a presque pris- dans il a l'obligation pris une d'accorder le photo. point. Non. En fait, il s'est saisi de son smartphone pendant quelques secondes et il a envoyé un message à sa femme en plein match pendant le changement de cours. Mais j'espère bien. Comment ça, je suis presque. J'espère bien qu'il Ouais, va je te- m'accorder le je point. t'accorde le point. D'accord. Ça m'embête un peu, mais bon, je te Ça l'accorde quand même. Ouais. Faut savoir que donc c'est interdit, bien évidemment. Il a pris il a pris donc un point de pénalité et Non, mais c'est surtout Parce comment il que- a l'idée en plein match d'envoyer. ouais, écoute, je sais pas, peut-être qu'il a pensé. suis en à quelque retard pour chose. manger. Bah voilà, tu fais pas toi quand t'es en retard. J'ai envoyé un message. Non, Toi, je- tu fais du sport. Bah surtout, je fais pas de sport. Non, c'est peut-être ça. Donc 3-0 pour Ingrid, bordel, elle est en forme en ce début de saison. Damien, à toi de sauver l'honneur. Tac, 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 tac. Quelle question? Je vais te choisir une question facile pour toi. Bah vas-y, aide-le, va. Hein. Il y a Neymar aussi a fait l'actualité ces derniers jours pour une question de tatouage. Il s'est fait tatouer quelque chose. Quoi? Moi, c'est religieux, non? Non, En c'est pas brésilien. religion. Ah bon. Il est déjà tatoué de partout. Il y a déjà des traces de religion sur son corps. La photo de Messi. Ça fait toujours quand même partie de l'actualité sportive nationale, hein, on le rappelle. Hein. Ah C'est oui, un puis truc sans c'est rapport, hein. essentiel en plus. Ouais. C'est un de ses coéquipiers. La photo de Messi. Non. Non. Tu le vois tatouer. Celle de Ronaldo Messi sur ton poignet. C'est sur le poignet le tatouage. Si ça Ah, peut vous aider. alors ça réduit C'est déjà le petit. champ des possibles. Les étoiles de la Champions League. Ah. C'est pas loin, mais c'est La pas ça. coupe de la Champions Non, League. c'est pas loin, mais c'est pas ça. Quoi, il a participé dernièrement. Dernièrement. Ah, au JO. Les anneaux, Les des anneaux jeux. olympiques. Il s'est fait tatouer les jeux. À les la JO. manière de Ouais. la Villénie, Ouais. non? C'est la Villénie Ouais. qui a les anneaux olympiques. C'était le titre qu'il voulait absolument. Hein, il l'a dit dans les journaux que c'était plus important pour lui que même une Coupe du Monde. Mhm. Et donc il s'est tatoué sur le poignet directement à la fin. C'est point pour Damien parce Ah qu'il a oui, eu du bien mal à le sûr. dire, mais toi tu as juste fini la phrase. On Oui, est oui, d'accord non, mais bien sûr. 3-1. Donc question finale. Celui qui gagne cette question gagne le quiz. Hein. Moi, je te le dis. Donc ça risque d'être rapide. Ça a fait c'était dans la presse Ça a aujourd'hui. fait le buzz. Enfin, c'était aussi en départ hier. Quel ancien Nancéen a pris sa retraite cette semaine? Je sais. Grenier. Non. Non, je sais. Qui a pris sa retraite? Quel ancien? Je l'ai lu, c'est pas possible. Pape Diakhaté. Non plus. Je le sais. C'est la génération Coupe de la Ligue? Ah oui. C'est c'était pas la possible que je génération ne sache pas Veil. ça. Ah non, c'est Ah pas si, je possible. sais, c'est Olivier Jonathan. Sorin. C'est Olivier Sorin. Victoire d'Ingrid. Il me Bravo. semblait bien que je l'avais lu. Félicitations, t'as gagné donc le droit de revenir la semaine prochaine, ce qui n'était pas gagné d'avance. Chouette. L'avant-match de l'ASNL. C'est l'heure de l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine, Ingrid. L'avant-match de l'ASNL.
Alors, on parle de l'équipe nancéenne, hein. Oui, bien sûr. Alors, de l'équipe, des joueurs, de l'environnement, les choses qui te plaisent et qui te plaisent moins. Alors, j'aurais plus de choses qui me plaisent. Je ne vais pas faire ma supportrice lambda, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'enthousiasmer. En tout cas, pour l'instant, au niveau des matchs à Marseille-Picot, c'était peu enthousiasmant. J'ajouterais même le match à Lorient qui m'a peu enthousiasmé, même si, évidemment, la seule chose à retenir, c'est la victoire et le score. Qu'est-ce que je trouve d'enthousiasmant Alors, un Julien Sétou qui assume, il me semble, plutôt très bien l'intérim en défense centrale. On peut même noter qu'il était dans l'équipe type du dernier match de Ligue 1. Enfin, moi, ça m'a quand même, même s'il a fait un bon match, ça m'a quand même un peu estomaqué. Non, Ouais, tu partages pas ça? Non, vas-y, je te donnerai mon avis après. Vas-y. Ouais, alors un Youssef Haït Benasser qu'on a un petit peu retrouvé à Lorient, qui m'avait grandement déçu sur les 2 matchs à Marseille-Picot. Et puis voilà, un gardien, alors je sais que toi t'es fan, hein, Hakim. Fan, peut-être pas. Alors pas, qui non, mais... sort des arrêts dont on ne sait pas d'où, et puis qui en même temps nous fait des sorties plus que fantômes à Lorient. Donc non, j'attends le match de samedi pour m'enthousiasmer. Je compte sur nos Nancéens. Les Nantais, je crois que sont pas beaucoup mieux que le loti que nous, Ouais. donc ça va être déjà, il me semble, un match charnière, et puis un match pour reconquérir le public du côté de Marcel Picot, et puis voilà, pour marquer 3 points surtout. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais Bah, pas loin. Pour moi, change c'est tout. pas. Et Benasser sont au niveau. Hein. Kufo revient de loin. Hadji apporte sa petite expérience. Pour moi, le flop, c'est carrément nos ailiers. Hein. Robic et Pouillot, volontaires. C'est sympa, hein, tu le dis toujours, ils sont combatifs. Mais je préférerais tellement des joueurs moins combatifs, mais plus efficaces. Enfin bref, j'ai vraiment du mal avec ces deux-là. Pour moi, ils sont un peu light. Toi, Damien, qui a aussi peut-être l'occasion de suivre l'AS Nancy-Lorraine, qu'est-ce que tu penses globalement de ce début de saison ? Contrairement à notre niveau à nous, je pense qu'il reste un peu trop sur du vécu, du déjà vu. Je pense qu'on ne donne peut-être pas encore assez la chance à nos jeunes. On a quand même des jeunes qui évoluent au niveau national à leur niveau, hein, qui sont en U19, en espoir, tout ça. Ils n'ont pas trop de temps de jeu. On a peut-être laissé partir des joueurs qui auraient pu apporter cette année. Bon, après, c'est les choix du coach et du staff. Hein. Ouais, ce que tu À dis là, noter pour moi, en ça fait plus partie que, aussi des que ça fait 3 matchs que la composition d'équipe est la même composition que celle de l'an dernier. Donc on a intégré ni de jeunes, comme tu dis, ni de Après, recrues. c'est vrai que c'est toujours plus délicat d'intégrer des jeunes en Ligue 1. Hein. En Ligue 2, on sait ils ont toujours plus leur chance. Là, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça fait partie pour moi aussi des flops. C'est aussi le recrutement. On avait plus ou moins le même budget, par exemple, que nos chers amis du FC Metz. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'eux aient réussi à recruter des joueurs tels que... Enfin, je ne vais pas tous les citer. Pour moi, il y en a un, forcément. C'est Erding, qui est deuxième meilleur buteur du championnat. C'est le profil. Aussi, hein. Ouais, quoi, des joueurs d'expérience. Mais Erding, c'est le profil d'attaquant qu'on cherche chaque saison à l'AS Nancy-Lorraine. C'est un joueur qui demandait qu'à se relancer. Je ne comprends pas qu'à l'AS Nancy-Lorraine, avec un budget similaire, on n'arrive pas à attirer ce genre de joueur. Parce que là, tu nous donnes Erding depuis le début de championnat. C'est pas du tout le même début de championnat pour l'AS Nancy-Lorraine. On arrive à construire, on arrive à arriver dans les 25 derniers mètres. Et je sais que les stats, elles me donnent tort, mais d'ailleurs, je comprends pas, je sais pas celui qui s'amuse à calculer ça, mais jamais on frappe. On risque pas de marquer un but, jamais on frappe. Regarde bien un match, on frappe jamais. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis à Marcel Picot, évidemment. Et il me semble, il me semble qu'on a attendu pendant 2 matchs que Nancy frappe au but. Et effectivement, quand tu lis les stats, alors j'ai lu Nancy a frappé 42 fois au but lors de ses 3 premiers matchs. C'est autant que le PSG Saint-Etienne. Enfin, ils sont dans le top du nombre de frappes. Alors par contre, ils en ont encadré seulement 19%. Donc ce qui est par contre dans le flop des frappes cadrées. Moi, des derniers matchs, même à Picot ou le dernier que j'ai regardé à Lorient, franchement, il faut aimer le football pour suivre ces matchs. C'est pas comme l'AS Gondreville justement en ce moment. On n'y prend pas plaisir au bord du terrain. Je trouve que c'est dommage. Alors après, ça a fait énormément de bien. Peut-être que ça nous encouragera à jouer aussi, d'être un peu plus libérés, d'avoir ces 3 points à Lorient qui ont été difficiles à avoir. Mais en tout cas, pour l'instant, Ingrid, tu peux pas me contredire, on se fait chier. Oui, vas-y. Je pense que Nancy, quand ils ont fait leur pire démarrage en championnat en Ligue 1, ils ont fini à la meilleure place, je crois, ça va être 4e. Ils avaient commencé par 5 défaites consécutives avant de l'emporter contre Rennes, et effectivement, ils ont...
Ouais, bien sûr. Non, et puis surtout, je voudrais me révolter contre l'attitude de certains supporters à Marcel Picot. Alors oui, là, je suis la première à dire qu'on n'a pas été bon, etc. Mais par contre, je suis aussi la première à les supporter. Donc les sifflets, alors oui, je suis aussi la première à dire que Robic n'a pas été au niveau, loin de là. Alors par contre, les sifflets, les gens qui quittent le stade, ça m'est insupportable, quoi. On a, au bout du deuxième match à Picot, voilà, on savait que ça serait dur. Je pense qu'ils ont besoin du public, du soutien, voilà, encore plus que l'année dernière. Donc c'est les mêmes gens qui avaient les deux bras en l'air en fin de saison dernière. Voilà, donc on ne va pas tout jeter et tout non plus au bout de 3 matchs. Malheureusement, c'est le foot, ça. C'est vrai qu'on a du mal à les voir partir avant la fin des matchs. Et on a comme l'impression qu'ils sont peut-être un peu trop exigeants. Hein. On vient de découvrir quand même le niveau. C'est difficile. Je pense qu'ils ont besoin de soutien. Mais ils l'ont le soutien. Ils vont remercier les supporters qui restent en masse derrière les buts. Les vrais supporters sont là, Ingrid. Oui, bien sûr. Sauf que quand Hadji rate son penalty, qui en plus était plutôt anecdotique contre Angers, les 3 quarts du stade s'en va. Et je déteste ça. T'étais parti aussi, toi, non? Non, je crois pas. T'as même pas vu le penalty ici? Non, je plaisante. Non, je reste jusqu'au bout. Non, mais il va falloir, effectivement, c'est sûr qu'un groupe et un stade vit mieux lorsque l'équipe gagne des matchs, c'est évident, donc ça passe. Déjà par Nantes ce samedi. Alors ça passe par Nantes. Nantes reste sur 3 matchs sans marquer pour en venir donc à cette présentation du match. Alors on rappelle qu'ils ont pris 3 buts par Metz, c'est justement par ce fameux Erding. J'ai vu le match, c'est un peu contre le cours du jeu, mais finalement il s'avère que le FC Metz c'est un buteur et on ne demande rien de plus finalement dans un championnat. Ils sont mal classés, ces Nantais, mais on rappelle qu'ils ont joué Bordeaux, qui a battu Lyon la semaine dernière 3-1. Ils ont joué Monaco, qui ont connu l'exploit encore en Ligue des Champions contre Tottenham 2-1 là-bas, et sur des scores d'1-0, donc sur la plus petite des marges. Il faudra se méfier, Ingrid, quand même. Ouais, faudra se méfier. Enfin, et le côté positif, si on peut se réjouir, c'est qu'ils font pire que nous. Ils ont un seul but marqué pour l'instant. Ils étaient parvenus. Par contre, ils avaient bien commencé. Ils avaient commencé par une victoire à Dijon. Donc oui, il faudra se méfier d'eux. Ils ont notamment un attaquant, un phare, Yacine Bamou, là, qui se met quand même en lumière à chacun de ses matchs. Bamou, c'est un peu le Robic nantais, donc je pense qu'on craint rien. C'est bien. Tu crois techniquement, c'est l'équivalent? Peut-être pas techniquement, mais il court beaucoup, mais au final, il est très peu efficace. Je pense qu'à part son but contre Paris la saison dernière, il y a eu très peu de choses à retenir, mais en tout cas c'est clair que ça fait partie des joueurs à suivre, et puis nous on aime bien un peu relancer ces équipes en difficulté, Ingrid. Non, mais là Nancy se doit de gagner, et va gagner, j'en doute pas un seul instant. Est-ce que tu sais à quand remonte la dernière confrontation face au FC Nantes? La dernière confrontation? C'était une vraie officielle de l'AS Nancy-Lorraine. La dernière confrontation? Ouais. La dernière... parce que quand on était en Ligue 1, Nantes ne l'était pas? Si. Donc ça remonte alors un petit en moment, 2012 déjà. Non, 2009. C'était en 2009. Pourquoi alors en 2009? On est descendu déjà, on est redescendu à ce moment-là. 2009-2010, Ingrid. Ok. Non? Si. Je sais pas, moi. Donc, à ce moment-là, on avait gagné 2-0 avec des buts de Julien Ferré et André Louis, ce genre de joueur qui nous manque. Encore Julien Ferré, qu'on a pu voir aussi le week-end dernier, éclaboussé de son talent la Ligue 1, ce genre de joueur qu'on aimerait avoir dans nos rangs en ce moment. Est-ce qu'on va faire un petit point avec toi, Ingrid, sur les matchs qui sont attendus ce week-end, et notamment dès ce soir? Alors ce soir, Caen, donc notre fameux Julien Ferré, recevra le Paris Saint-Germain, qui est un petit peu dans la douleur, qui est un petit peu 7e. Oui. Samedi, on pourra assister à Monaco-Rennes, Dijon-Metz, Bordeaux-Angers, Toulouse-Guingamp, Lorient-Lille et donc Nancy-Nantes. Alors que dimanche, on pourra suivre Montpellier-Nice, Saint-Étienne-Bastia et Marseille-Lyon, le grand match de dimanche. Et avant soir. les pronostics habituels, Ingrid, un point sur le classement. Alors en tête, on trouve Monaco et Nice. À la 3e place, on trouve les surprenants Messins accompagnés des Bordelais. À la 5e place, Guingamp avec 8 points. À la 6e place, on trouve Rennes à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. À la 8e place, on trouve 3 clubs à égalité, Lyon, Bastia et Caen. À la 11e place, Toulouse, Saint-Étienne et Montpellier avec 5 points. À la 14e place, on trouve Marseille et Lille avec 4 points. Viennent ensuite donc nos Nancéens, accompagnés des Dijonnais, des Angevins et des Nantais. Et enfin, à la toute dernière place, on trouve Lorient avec 0 points. Cap Sport, les pronostics. Vient l'heure donc que vous attendez tous pour entendre les fameux pronostics d'Ingrid, qui sont bien évidemment toujours gagnants.
On va commencer par notre invité. D'ailleurs, on le remercie d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, Damien Marco pour l'AS Gondreville, l'entraîneur adjoint qui est donc au quotidien avec ses joueurs. Damien, quel est ton pronostic pour l'AS Nancy-Lorraine ? Déjà, moi, je vous remercie pour votre invitation, ça fait plaisir. Écoute, c'est nous qui te remercions. Et je vais être chauvin, un petit 2-0 à la maison, ça me va bien. Alors, il faut que tu t'engages sur le nom des buteurs, s'il te plaît. Sur les buteurs, allez, je pense que Aïd Benassa va récidiver et Hadji en toute fin de match. C'est précis. Avant de sortir. Ingrid, c'est moi ? Ouais, à toi. Alors, Damien. tu sais ce que je vais dire, moi ? Ah ouais, je sais. Je vais dire 3-0 pour Nancy. Avec un coup franc de Pedretti. Et je vais dire un doublé de Pedretti, même. Si. Et un but de l'Anglais. C'est bien. Max, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, pronostique son fameux et habituel 0-0 0-0. Oh, je suis trop forte. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas besoin de trouver de buteur. Ouais. Et donc moi, j'avais juste oublié de signaler les dernières news. On rappelle que le groupe est au complet pour cette fois pour l'AS Nancy-Lorraine, avec Dia et Diarra qui vont certainement aller en CFA2 retrouver un petit peu de temps de jeu et se remettre en jambes. Et voilà, on rappelle que aussi l'AS Nancy-Lorraine recevra en Coupe de la Ligue Caen le 26 octobre et en cas de victoire se déplacera à Saint-Etienne le 14 décembre. Et bon, pour finir, mon pronostic, une victoire de l'AS Nancy-Lorraine 1-0 sur le plus petit des scores et ça sera un but de Rubik pour me faire taire. Ah. Allez, on remercie aussi Ludivine de Koh-Lanta d'avoir été avec nous dans cette émission. Damien, à plus, merci beaucoup. On prendra tes nouvelles donc dans 2 semaines plutôt après ce match de coupe. Merci à vous. Et à plus. Ciao Ingrid. Salut Hakim, salut Damien. Hakim, salut Damien. Hakim, salut Damien. Hakim, salut Damien. Hakim, salut Damien.